Bonjour. Dans cette capsule, moi et mon collègue Mohamed, nous allons vous proposer des consignes de réflexion en génétique humaine pour expliquer d'une part comment on peut déterminer le mode de transmission d'une maladie héréditaire et d'autre part préciser l'origine d'une aberration chromosomique telle la trisomie 21. Dans une première partie, nous allons nous intéresser à la détermination du mode de transmission des maladies héréditaires qui se base sur l'analyse des pédigrés permettant de déterminer la relation entre les allèles du gène et par la suite sa localisation et voir comment l'apport de certains résultats d'électrophorèse pour certains membres de la famille permettent de préciser le mode de transmission de cette maladie. Alors, mon collègue Mohamed va vous proposer des contre-exemples pour infirmer certaines hypothèses. Commençons par la première situation. On sait que toutes les maladies héréditaires peuvent être autosomales. Cependant, pour confirmer qu'une maladie héréditaire est autosomale, il faut montrer que ce gène n'est pas porté par X. Donc, quels sont les cas qui permettent de rejeter l'hypothèse d'un gène porté par X? Si l'allèle de la maladie est récessif, pour rejeter l'hypothèse d'un gène porté par X, considérons les allèles S contrôlant le phénotype sain et l'allèle M contrôlant le phénotype malade avec S domine M. Premier cas, toute femme malade doit être homozygote de génotype XM-XM et toute femme saine peut être homozygote de génotype XS-XS ou hétérozygote de génotype XS-XM. Dans le cas de cette famille, la fille est malade, donc elle va être de génotype XM-XM. Elle doit hériter un XM de sa mère saine qui doit être hétérozygote de génotype XS-XM et un XM de son père qui devrait être de génotype XMY, donc phénotypiquement malade. Or, il est sain de génotype XSY, ce qui rejette l'hypothèse d'un gène porté par X. Deuxième cas, une mère malade va être homozygote de génotype XM, doit transmettre un XM à tous ses fils qui devraient être de génotype XMY. Or, dans ce pédigré, le fils est sain, va être de génotype XSY. Il doit hériter un XS de sa mère qui devrait être phénotypiquement saine de génotype XSXS ou XSXM. Or, elle est malade de génotype XM, ce qui rejette l'hypothèse. Si l'allèle de la maladie est dominant, pour rejeter l'hypothèse d'un gène porté par X, considérons cette fois-ci l'allèle grand M contrôlant le phénotype malade et l'allèle S contrôlant le phénotype sain, avec grand M domine petit s. Premier cas, un père malade de génotype XMY, toutes ses filles doivent être malades. Or, dans le cas de ce pédigré, la fille est saine, donc elle est de génotype XSXS. Hérite un XS de sa mère saine et un XS de son père qui doit être de génotype XSY, donc phénotypiquement sain. Or, il est malade de génotype XM sur Y, ce qui rejette l'hypothèse d'un gène porté par X. Deuxième cas, le fils malade va être de génotype XMY. Sa mère doit être malade. Or, si on considère le pédigré suivant, le fils malade a une mère saine, donc de génotype XS, ce qui rejette l'hypothèse d'un gène porté par X. Ainsi, le bilan de l'analyse du pédigré. Dans le premier cas, lorsque l'allèle de la maladie est récessif pour rejeter l'hypothèse d'un gène porté par X, on doit chercher dans le pédigré soit une fille homozygote malade, son père est sain, car si c'était le cas, une fille malade doit avoir un père malade, soit un fils sain, sa mère est homozygote malade, car si c'était le cas, un fils sain doit avoir une mère saine. La présence d'un de ces contre-exemples prouve que l'allèle de la maladie est récessif
autosomal. Dans le deuxième cas, lorsque l'allèle de la maladie est dominant, pour rejeter l'hypothèse d'un gène porté par X, on doit chercher dans le pédigré soit une fille homozygote saine, son père est malade, car si c'était le cas, une fille saine doit avoir un père sain, soit un fils malade, sa mère est homozygote saine, car si c'était le cas, un fils malade doit avoir une mère malade. La présence d'un de ces contre-exemples prouve que l'allèle de la maladie est dominant autosomal. Cependant, certains pédigrés ne permettent pas de préciser le mode de transmission de la maladie. On propose ces deux exemples de pédigrés. Si on commence par la détermination de la relation entre les deux allèles, on doit discuter les deux cas car le nombre de générations est réduit. Pour chaque pédigré, l'allèle de la maladie peut être récessif ou dominant. Si on discute la localisation du gène responsable de la maladie, 4 hypothèses sont possibles. 2 en relation avec la récessivité qui sont hypothèse 1, allèle de la maladie récessif autosomal, hypothèse 2, allèle de la maladie récessive portée par X, et 2 en relation avec la dominance. Hypothèse 3, allèle de la maladie dominant autosomal, hypothèse 4, allèle de la maladie dominant portée par X. Comment trancher entre ces hypothèses sans-dessous? Oui, alors, pour trancher entre ces hypothèses, il nous faut de nouvelles données, puisque les données de certains pédigrés sont insuffisantes. Alors, l'ajout de résultats d'électrophorèse, par exemple d'ADN ou de protéines, de certains membres de pédigré est nécessaire pour trancher entre les hypothèses possibles. Pour cela, considérons le pédigré suivant, et dans le cas où l'allèle de la maladie est récessif, où on considère le couple d'allèles SM, avec S l'allèle dominant contrôlant le phénotype sain et M l'allèle récessif contrôlant le phénotype malade. Donc S domine M. Pour la localisation du gène, on a 2 hypothèses possibles. Une première hypothèse, l'allèle de la maladie est récessif autosomal, et une deuxième hypothèse, l'allèle de la maladie est récessif porté par X, qui sont possibles. Comment trancher entre ces 2 hypothèses? Si l'allèle de la maladie il est récessif autosomal, le nombre d'allèles de chaque individu doit être égal à 2. Si l'allèle de la maladie est récessif porté par X, le nombre d'allèles chez les femmes est égal à 2, alors que les hommes ne possèdent qu'un seul allèle. C'est uniquement chez l'homme que ce nombre d'allèles nous permet de préciser la localisation du gène. À chaque fois qu'on trouve un nombre égal à 1, on déduit que la maladie est portée par X. Si on ne précise pas le nombre d'allèles et on donne le résultat de l'électrophorèse de chaque individu sous forme de tâche, on va considérer l'électrophorèse d'une femme. Dans le cas de ce pédigré, la femme de 2, elle est malade, elle est homozygote de génotype M sur M, si le gène, bien sûr, est autosomal, et de génotype XM sur XM si le gène est porté par X. Le résultat de l'électrophorèse de la femme de 2 est représenté par une seule tâche qui correspond à la présence de 2 allèles mutés identiques de la maladie. Ce résultat donc ne nous permet pas de trancher. Pour la deuxième femme 1, qui est phénotypiquement saine, d'après le pédigré, elle est hétérozygote de génotype S sur M si le gène il est autosomal et de génotype XS sur XM si le gène est porté par X. Le résultat de l'électrophorèse de cette femme est le même pour les 2 hypothèses et par conséquent, son résultat aussi ne nous permet pas de trancher. Si on considère maintenant le résultat d'électrophorèse d'un homme, s'il est malade tel que le père 1-2 de ce pédigré, son électrophorèse montre une seule tâche. Dans ce cas, la maladie peut être autosomale. Si l'on considère que cette tâche correspond à 2 allèles mutés qui occupent la même position, et son génotype serait M sur M. De même, la maladie peut être liée à X si on considère que cette tâche correspond à un seul allèle muté et par conséquent son génotype est XM sur Y. Donc,
le résultat de l'électrophorèse de l'homme malade ne nous permet pas de trancher. Par contre, si on considère un homme qui est phénotypiquement sain, tel que 2,1 pour ce pédigré, le résultat de son électrophorèse diffère selon la localisation du gène. En effet, si l'allèle de la maladie il est autosomal, cet homme sain doit être hétérozygote et son électrophorèse montre la présence de 2 taches, donc son génotype sera S sur M. Si la maladie est portée par X, 2,1 doit posséder une seule tache dans son électrophorèse qui correspond au fragment d'ADN qui porte l'allèle normal et son génotype sera XS sur Y. C'est uniquement cette situation d'un homme sain qui permet de déterminer avec précision la localisation du gène. Pour ce même pédigré, si on considère que la maladie elle est dominante, il faut s'orienter vers le même raisonnement, c'est-à-dire cibler le résultat de l'électrophorèse de l'homme qui présente le phénotype dominant malade, par exemple, dont le premier pédigré, c'est le père 1,2 qui est malade. Si l'allèle de la maladie est dominant, avec le couple grand M petit s, où on choisit grand M l'allèle dominant qui correspond au phénotype malade et petit s l'allèle récessif qui correspond au phénotype sain, M domine S. Si on considère l'hypothèse d'un allèle de la maladie dominant autosomal et que le résultat de l'électrophorèse présente 2 taches distinctes, on déduit que l'individu 1,2 est hétérozygote de génotype M sur S et que l'hypothèse 3 est retenue. Dans le cas où l'hypothèse 4, l'allèle de la maladie est dominant, porté par X, et que le résultat de l'électrophorèse de l'individu 1,2 montre une seule tache, dans ce cas, cet individu doit être homozygote de génotype M sur M ou hémizygote de génotype XM sur Y. Or, si 1,2 était de génotype M sur M, toute sa descendance doit hériter un allèle M et donc toute la descendance doit être malade. Cependant, il a un fils de 1 qui est sain, ce qui rejette l'idée d'un gène porté par un chromosome autosomal en faveur d'un gène porté par un chromosome X. Dans le cas du deuxième pédigré, dans le cadre de l'hypothèse d'un allèle de la maladie récessive, considérant les allèles S, grand S contrôlant le phénotype sain et petit m contrôlant le phénotype malade avec grand S domine petit m. Si le gène est autosomal, l'individu 1,2 présente le phénotype dominant et le résultat de son électrophorèse présente 2 allèles différents, donc 1,2 est hétérozygote de génotype S sur M et par conséquent, le gène est autosomal. Si le gène est porté par X et que le résultat de son électrophorèse montre un seul allèle, grand S, l'individu 1,2 peut être homozygote de génotype S sur S ou hémizygote de génotype XS sur Y. S'il est homozygote, toute sa descendance doit être saine, or il a un fils 2,1 malade, ce qui rejette l'idée d'un gène autosomal en faveur d'un allèle de la maladie récessif porté par X. Maintenant, dans le cadre de l'hypothèse d'un allèle de la maladie dominant, on considère l'allèle grand M responsable du phénotype malade domine l'allèle petit s responsable du phénotype sain. Dans le cas d'un gène autosomal, l'individu 2,1 présente le phénotype dominant et le résultat de son électrophorèse montre la présence de 2 taches, donc 2,1 est hétérozygote de génotype M sur S et par conséquent, le gène est autosomal. Si le gène est porté par X et que l'électrophorèse de l'individu 2,1 montre une seule tâche qui correspond à l'allèle muté grand M, donc l'individu 2,1 peut être homozygote de génotype M sur M ou hémizygote XM sur Y. Si 2,1 est homozygote, ses parents doivent être malades, or son père 1,2 est sain, ce qui rejette l'hypothèse d'un gène autosomal en faveur d'un gène porté par X. Ainsi, les données d'électrophorèse et de pédigré permettent de préciser le mode de transmission des maladies héréditaires. En effet,
Si le résultat est sous forme de nombre d'allèles, on doit cibler le nombre total d'allèles uniquement de l'homme. Si ce nombre est égal à 1, on déduit que le gène est porté par X. Si le nombre est égal à 2, on déduit que le gène est autosomal. Si on propose les résultats sous forme de tâches, uniquement le résultat de l'homme permet de trancher à condition qu'il présente deux tâches. Dans ce cas, deux situations se présentent. Si l'homme est malade et si la maladie est dominante autosomale, le résultat de l'électrophorèse de son ADN doit montrer les deux allèles. Il doit donc être malade hétérozygote. Pour le premier pédigré, il correspond au père 1-2. Pour le deuxième pédigré, il correspond au fils. Et si l'homme il est sain et si la maladie elle est récessive autosomale, le résultat de l'électrophorèse de son ADN doit montrer aussi deux allèles, donc il doit être hétérozygote. Pour le premier pédigré, il correspond au fils de 1 et pour le deuxième pédigré, il correspond au père 1-2. On a vu que l'électrophorèse permet de préciser la localisation du gène responsable d'une maladie héréditaire. En réalité, l'électrophorèse est préconisée dans le cas d'un diagnostic prénatal conseillé dans le cas d'une grossesse à risque, par exemple, liée à une union consanguine ou à un âge avancé. Le diagnostic prénatal repose sur des analyses faites sur des cellules fœtales qui sont prélevées le plus tôt possible grâce à deux techniques. Un prélèvement du sang fœtal à partir du cordon ombilical, c'est la cordosynthèse, et le prélèvement du liquide amniotique, c'est l'amniosynthèse. Ce diagnostic permet d'identifier soit une anomalie génique, soit une aberration chromosomique. Pour l'anomalie génique, donc il faut faire l'analyse de l'ADN, et pour les aberrations chromosomiques, on doit analyser le karyotype. Par exemple, là, on va prendre le karyotype d'un fœtus qui présente une trisomie 21 et je vais céder la parole à mon collègue Mohamed pour expliquer l'origine de cette trisomie 21 chez ce fœtus. Pour déterminer l'origine de cette aberration chromosomique, je vais analyser un karyotype présentant une trisomie 21. Le karyotype présente 2N plus 1 égale à 47 chromosomes, où le chromosome 21 est représenté en 3 exemplaires. Donc, il s'agit d'une trisomie 21. Un tel karyotype est obtenu pour donner suite à une fécondation entre un gamète haploïde à 23 chromosomes issu d'une méiose normale et un gamète à n plus 1 égale à 24 chromosomes issu d'une méiose anormale liée soit à une non-disjonction des chromosomes homologues 21 à l'anaphase 1, soit d'une non-disjonction des chromatides sœurs 21 obtenue après clivage du centromère à l'anaphase 2. Ceci peut avoir lieu au cours de la spermatogenèse ou l'ovogenèse chez l'un des parents. Quelles sont les données proposées qui peuvent nous permettre d'identifier l'origine exacte de l'anomalie? Parmi ces données, on peut proposer des karyotypes semblables à ceux des cellules germinales du parent à l'origine du gamète anormal. On remarque que les deux karyotypes présentent une formule chromosomique d'une cellule haploïde à n plus 1 égale à 24 chromosomes dupliqués répartis en 23 autosomes avec un double exemplaire du chromosome 21 et un chromosome sexuel. On peut déduire qu'il y a eu une non-disjonction de la paire 21 à l'anaphase 1. Le premier karyotype montre un chromosome sexuel X. Donc, ce karyotype peut être celui d'un spermatocyte 2 ou celui d'un ovocyte 2. Ainsi, l'accident de la méiose a eu lieu soit lors de la spermatogenèse, soit lors de l'ovogenèse. Cependant, le deuxième karyotype montre la présence d'un chromosome sexuel Y. Donc, l'accident de la méiose a eu lieu lors de la spermatogenèse. On a remarqué
que dans le premier karyotype, on a pu identifier l'origine exacte de l'anomalie, d'autres données peuvent être proposées pour nous aider à cette identification que ma collègue Sandos va vous proposer l'une d'entre elles. En effet, je vais vous expliquer comment des résultats d'électrophorèse qui accompagnent le karyotype peuvent nous renseigner sur l'origine de la trisomie 21. Prenons un premier exemple où les résultats sont indiqués dans le tableau 1. On remarque que le fœtus possède 3 allèles et dans son karyotype, les chromosomes 21 existent en 3 exemplaires. De plus, on constate que Madame X est hétérozygote, elle est phénotypiquement saine, donc le gène est autosomal, porté par les chromosomes 21. De plus, on constate que Madame X est hétérozygote, elle est phénotypiquement saine, donc l'allèle muté est récessif. Et comme le fœtus a un allèle normal, donc il est phénotypiquement sain. On va s'intéresser à l'origine des allèles du fœtus. 2 cas se présentent. Le premier cas, il a hérité les 2 allèles mutés du père et, dans ce cas, l'accident de la méiose a eu lors de la spermatogenèse. Et dans un deuxième cas, il a hérité les allèles A1 et A2 de sa mère et, par conséquent, l'accident s'est déroulé lors de l'ovogenèse. Et puisque monsieur X est homozygote, donc la non-disjonction des allèles s'est faite au cours soit de l'anaphase 2, c'est-à-dire la division équationnelle, soit au cours de l'anaphase 1, c'est-à-dire la division réductionnelle. Alors que dans le deuxième cas, la non-disjonction des allèles s'est faite à l'anaphase 1 lors de l'ovogenèse chez la mère. Alors si on considère que le père ne possède que l'allèle A2, il est homozygote. Donc l'allèle A1 du fœtus a été hérité de sa mère hétérozygote et donc l'accident de la méiose s'est déroulé au cours de l'anaphase 2 de l'ovogenèse dû à une non-disjonction des chromatides du chromosome 21 porteur de l'allèle A1 après clivage du centromère. Merci de votre attention.